dès à présent, et sans plus attendre, nous allons parler de sécurité des grands événements. Alors, acte 2, puisque l'acte 1, c'était le sommet du G7 à Biarritz, dont nous avons longuement débattu au cours de la matinée. Et maintenant, parler de la sécurité de grands événements d'une autre nature, non pas de sommets internationaux, mais bien d'événements sportifs. C'est ce dont il va être question dans cette table ronde. Nous allons aussi évoquer les événements sportifs à venir. Alors, la Coupe du Monde de football au Qatar ne va nous concerner que indirectement, mais les Jeux Olympiques de Paris 2024 nous concernent très directement, puisque nous les organisons, nous sommes pays hôte. La France redevient un pays qui accueille les Jeux Olympiques après l'avoir été il y a plusieurs décennies de cela. Probablement aussi que les événements au Qatar et la Coupe du Monde de football à venir sera peut-être une source d'inspiration et que sera regardé très précisément ce qui s'y passe pour y trouver de bonnes idées, de bonnes pratiques, des exemples pour l'organisation de notre Coupe du Monde de rugby 2023, de nos Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on va parler de cela aujourd'hui, de sécurité des événements sportifs, avec un panel d'invités que je vous présente, 2 chercheurs, 2 préfets. Donc la parité fonctionnelle étant respectée, puisque l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, cela a été dit, fait de la recherche et donc invite des chercheurs à prendre part à ces tables rondes, mais ça reste un institut du ministère de l'Intérieur, donc on invite aussi des préfets. Les chercheurs, je me tourne vers vous, Monsieur Morteau d'abord, pour dire que vous êtes doctorant. Vous êtes doctorant à l'Université Paris-Dauphine, si je ne dis pas de bêtises, et vous étudiez le sport, les grands événements sportifs, et vous nous en direz quelques mots dans un instant. À vos côtés, il y a Madame Clavel, Anna Clavel, que je salue. Vous êtes également chercheur, je crois, à l'ENS Lyon. Vous êtes chercheur comme votre voisin. Vous étudiez aussi les événements sportifs, mais déjà sous l'angle de la sécurité, ou un tout petit peu, sous un angle un peu plus sécuritaire que votre voisin qui, lui, les étudie sous l'angle des politiques publiques du sport en général. Je vais vous en dire quelques mots. Je salue bien sûr le préfet Ziad Khoury. Vous êtes en charge au ministère intérieur de la coordination de la sécurité des Jeux Olympiques Paris 2024. Mais beaucoup de personnes dans la salle vous connaissent aussi pour avoir déjà œuvré à la sécurité de l'Euro 2016 de football, c'est dire si vous avez l'expérience de la sécurité des grands événements sportifs. Et je salue enfin le préfet Cyril Maillet, à votre droite, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Vous êtes en charge donc du contrôle de la profession, des activités privées de sécurité au sens du livre 6 du Code de la sécurité intérieure, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Et on parlera aussi, bien évidemment, du contrôle de cette profession dans un cadre particulier qui est celui des grands événements sportifs et singulièrement des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont on nous dit qu'il faudra fournir un nombre très important d'agents de surveillance humaine. Et vous nous parlerez de leur formation et évidemment aussi du contrôle de leurs activités et plus généralement des liens que le ministère peut entretenir avec la profession. Voilà pour nos panélistes. Sans plus attendre, je me tourne vers vous, Alexandre Morteau. Je dis que vous êtes chercheur, vous êtes jeune chercheur sur les questions sportives notamment, et vous avez travaillé sur les grands événements sportifs, mais comme étant, là aussi, s'inscrivant dans des politiques publiques beaucoup plus larges que simplement les politiques publiques sécuritaires. Et vous avez constaté dans le cadre de vos travaux, vous me le confiez lorsque nous avons pu échanger par téléphone dans le cadre de la préparation de cette table ronde, vous me confiez que vous avez regardé aussi l'histoire et les évolutions historiques de ces grands événements sportifs, et particulièrement vous êtes intéressé aux Jeux d'Albertville en 1992. Alors ça remonte un peu, mais les personnes dans la salle, notamment pour les plus anciennes d'entre elles qui s'en souviennent, les ont peut-être vécues, ont probablement vibré à l'occasion de ces Jeux qu'avait organisé la France. Et donc moi j'ai une toute première question pour vous, c'est est-ce qu'il y a des constantes dans l'organisation des grands événements sportifs, vous qui en avez étudié plusieurs dans le temps long de notre histoire du sport, est-ce qu'il y a des éléments dont vous constatez qu'ils sont des caractéristiques assez immuables lorsqu'on organise un grand événement sportif? Oui, alors il faut déjà se remettre un petit peu dans le contexte historique. Donc les Jeux Olympiques, ça naît à la fin du 19e siècle. Le football, c'est un petit peu plus tard, on est dans les années 30. Et donc ce qu'on remarque autour de ces grands événements sportifs, c'est progressivement les pouvoirs publics qui s'investissent et qui investissent dans ces grands événements. Pourquoi tout simplement parce que, après quelques itérations de ces événements, pas toujours avec beaucoup de succès, on a pu remarquer que c'était utile déjà d'un point de vue en termes de politique de prestige. C'est
à la fois une manière de stimuler le sentiment national, parfois même d'aider à construire ce sentiment national. Les premiers Jeux Olympiques en Grèce en 1996, on est sur un pays qui est encore récemment indépendant, mais qui utilise ces Jeux pour raviver un peu ce passé grec mythique, pour faire naître ce sentiment national. Donc il y a une visée, on va dire, intérieure qui est toujours visible aujourd'hui. Les Jeux de Paris stimulent encore font appel à cette corde un petit peu patriote, et puis certains pays le mettent en avant de façon un peu plus exacerbée. Et puis il y a aussi évidemment dans cette politique de prestige un message envoyé à la communauté internationale, c'est-à-dire que le grand événement sportif est perçu comme un moyen de se positionner dans le concert des nations, soit pour réaffirmer son rang de pays développés, de pays modernes, etc. Ça fait plutôt les stratégies des grandes démocraties occidentales, dont fait partie la France, mais c'était aussi le cas pour Londres, évidemment, ou Los Angeles en 2028. Et puis, pour d'autres nations, d'autres pays, c'est plus un moyen, une sorte de déclaration d'intention pour se positionner diplomatiquement, mais aussi évidemment économiquement et sur tout un tas d'autres sujets. La Coupe du Monde au Qatar est un exemple très fort de cette diplomatie sportive qatari qui, depuis une vingtaine d'années, s'est développée. Et puis, au-delà de ces considérations peut-être un peu molles et surtout difficiles à évaluer, parce que bon, le prestige, la popularité, etc., c'est assez flou, il y a surtout l'utilisation du grand événement sportif comme un moyen d'aménager le territoire, alors qui s'est fait plus progressivement au cours de l'histoire, puisque les premiers Jeux Olympiques, il faut se remettre dans le contexte, sont des événements assez petits, avec des compétitions peu visibles, pas beaucoup de sport, pas beaucoup d'équipements. Mais on a eu d'abord toute une vague de construction de grands stades, des grands stades européens. Donc c'est par exemple le stade de Colombes à Paris, qui a été fait pour les Jeux de 1924. Et puis surtout, avec le développement progressif de ces grands événements, on a eu le développement des villages olympiques. Donc c'est-à-dire en fait faire surgir de terre quasiment une ville entière à l'occasion de ces Jeux. On parle aujourd'hui quand même à peu près 15 000 personnes dans un village olympique, donc c'est pas rien. Et puis, au-delà de ces villages olympiques, on a depuis à peu près les années 80-90 une véritable dynamique de rénovation urbaine. Donc là, des villes qui se saisissent du grand événement pour accélérer des transformations profondes sur tout l'environnement urbain. Donc, plus seulement un village olympique, mais des réseaux de transport, des réseaux de télécommunications, des équipements adventistes autour, etc. Et donc là, on se trouve dans le cas de Londres ou Barcelone, par exemple, qui sont des exemples assez récents. Alors justement, vous nous avez parlé de Jeux Olympiques passés où les États étaient heureux de les accueillir, où les États ont d'ailleurs réclamé et se sont battus. Souvent, il y a une compétition, il y a un aspect compétitif pour obtenir la possibilité, l'autorisation d'accueillir les Jeux Olympiques, où les États investissent massivement dans les infrastructures sportives, mais pas seulement. Vous venez de le rappeler, il y a une dimension héritage et donc il y a aussi des infrastructures qui sont faites pour durer, pas seulement au-delà des semaines d'épreuves de Jeux Olympiques et Paralympiques. Et depuis peut-être quelques années, on sent monter aussi une forme de contestation des Jeux Olympiques. Certains n'ont pas nécessairement envie, dans les États, parmi les populations des États, de voir ces grands événements sportifs être organisés. Alors, comment est-ce qu'on peut renforcer l'acceptabilité des Jeux, rendre les Jeux plus acceptables par les populations? Est-ce que vous avez, en tant que chercheur, observé des politiques publiques particulières en la matière? Oui, alors, pour rappeler un petit peu à tout le monde, effectivement, cette évidence des grands événements sportifs, c'est quand même pas mal amoindri depuis à peu près une dizaine d'années, notamment dans les phases de candidature olympique, de nombreux rejets, des mobilisations collectives contre ces candidatures, ce qu'on n'a pas observé dans le cadre de Paris. Alors comment les organisateurs, on va dire, ce que j'appellerais les entrepreneurs de l'olympisme, donc à la fois les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises et puis évidemment le milieu sportif, se mobilisent pour ça. On a eu le développement de cette idée d'héritage qui vient des années 90, début 2000, par certains comités d'organisation, qui s'est sédimenté peu à peu dans la rhétorique olympique et qui désigne, grossièrement parce que les définitions sont très floues, l'ensemble des effets bénéfiques qu'auraient les Jeux Olympiques sur le territoire. Et donc cette dynamique d'héritage, aujourd'hui, elle se manifeste évidemment dans ces biens matériels que sont les équipements d'aménagement, les routes, etc. Tout ce qu'on peut imaginer autour, mais aussi de plus en plus des politiques un peu adventistes qui vont explorer d'autres secteurs d'action publique à partir du sport. Je
Je pense par exemple à tout ce qui est enjeu de sport santé. On va avoir des collaborations de plus en plus entre le ministère des Sports, le ministère de la Santé, donc des plans pour faire valoir ce type de pratique en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. Et les relier aux thématiques olympiques, avoir des plans pluriannuels pour ce genre d'enjeux. On va avoir aussi des politiques culturelles. On développe par exemple des événements culturels en lien avec le sport, ou développer par exemple un pass. En tout cas, ce sont des idées qui circulent pour avoir accès à un certain nombre d'institutions culturelles. On a aussi évidemment des enjeux économiques, tenter de structurer un certain nombre de filières et montrer qu'un événement sportif, c'est pas seulement de l'argent public qui est dépensé, mais aussi un vecteur de développement économique. Donc ça, c'est, on va dire, les moyens, il y a plein de politiques qui se développent dans ce sens-là. Et puis, l'autre moyen pour faire accepter ces événements, c'est aussi un contrôle budgétaire plus étroit, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une trentaine d'années, mais qui est aujourd'hui une réalité assez. Moi, j'ai une question complémentaire. Est-ce que pour rendre les jeux acceptables, il faut les rendre propres? Est-ce que des jeux acceptés par les populations sont des jeux qui tiennent compte aussi des enjeux environnementaux? Parce que parfois les jeux sont décriés aussi pour avoir une empreinte écologique qui ne serait pas conforme à ce qu'on est en droit d'attendre au XXIe siècle au regard des enjeux de réchauffement climatique. Oui, bien sûr, ça fait partie des enjeux sur lesquels le COJO aujourd'hui communique beaucoup, qui essaye de faire la démonstration de sa prise de conscience de ces enjeux environnementaux et un certain nombre d'actions en la matière. Donc, c'est pas tout à fait nouveau dans le sens où les premiers jeux d'hiver sont ceux de Lillehammer en 1994, ceux de Sydney en 2000 ont également revendiqué cette étiquette. La différence, c'est qu'à l'époque, elle était assez exceptionnelle. Aujourd'hui, elle tend à se normaliser en termes de revendication. Après, sur les réalisations concrètes, on ne voit que plus tard, et puis ça n'empêche pas forcément des mobilisations d'individus qui considèrent que c'est plus du discours que des actes. Là, ensuite, c'est pas forcément au chercheur de donner son avis, mais plutôt de voir ex post ce qui a effectivement été fait et comment évaluer l'impact de ces événements sur l'environnement. Merci pour ces éléments d'éclairage et de décryptage qui permettent de comprendre aussi que la sécurité, les Jeux Olympiques sont la confluence de multiples politiques publiques et pas seulement de sécurité, d'où mon lapsus, et que pour autant la sécurité participe du bon déroulement de ces Jeux et que si on peut communiquer sur d'autres aspects, que ce soit sur le plan politique, sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan économique, c'est parce que la sécurité se passe bien. Et donc la sécurité est une des composantes, est un moyen du succès des épreuves olympiques et de ces événements planétaires que sont les Jeux Olympiques. Donc parlant de sécurité, de risques et d'épreuves olympiques, je me tourne vers vous maintenant, Anna Clavel, puisque vous avez travaillé et vous travaillez toujours sur les risques particuliers ou relatifs aux grands événements sportifs, notamment les risques humains, c'est ce que vous m'aviez confié lorsqu'on a préparé cette table ronde. Et vous m'aviez dit que vous êtes intéressée en tant que chercheuse à la Coupe du Monde de football de 2006, qui était organisée en Europe déjà, en Allemagne, si ma mémoire est bonne. Et vous avez observé que la prise en compte de ces risques conduisait à des formes de coopération publique-privée, ou en tout cas une montée en puissance des acteurs privés dans la matière de sécurité. Alors est-ce que vous pouvez nous faire part de vos constats, de vos observations de chercheuse? Oui, tout à fait. Donc merci et puis bonjour à tous et à toutes. Donc mon travail de thèse s'est effectivement orienté sur cette Coupe du Monde comme illustration finalement de la sécurité dans les grands événements, avec l'idée d'un point de vue de la recherche, d'un point de vue méthodologique en tout cas, de pouvoir se dire que cet événement pouvait aussi quelque part apporter en termes de modélisation, de réflexion sur ce qui pouvait être interopérable entre grands événements sportifs, donc avec cette précaution-là, de se dire qu'effectivement, on peut essayer d'avoir finalement des grandes tendances dans ces grands événements sportifs. Là aussi, ce que je vais dire va aussi avoir une importance parce que je vais essayer d'aborder la question de la privatisation, notamment parce que c'était une des grandes tendances que j'ai pu observer, et puis parce que mon travail aussi actuellement en tant que formatrice d'acteurs, notamment à l'ENS, mais pas seulement, donc m'oriente et puis me fait retravailler aussi certains éléments que j'ai pu apporter. Alors pourquoi finalement cette sécurité dans les grands événements est un élément déterminant des candidatures des pays, des villes qui finalement candidatent pour ces grands événements? Parce qu'on les qualifie effectivement de media events, c'est-à-dire que la médiatisation est devenue finalement en fait de ces événements une cible privilégiée.
Donc beaucoup d'auteurs parlent effectivement de ces événements comme des soft targets, voire dans certains cas des big killing events, c'est-à-dire qu'on a des exemples historiquement effectivement de cette prise en otage de ces événements comme finalement démonstrateurs de ces violences. Ou de prise d'otage tout court, comme le jeu de Munich. Qui était aussi l'objet d'une de mes recherches. Et c'est vrai qu'on voit effectivement, et c'est très intéressant de pouvoir justement suite à la table ronde précédente aussi voir les différents types de menaces et de risques qui touchent spécifiquement ces grands événements sportifs. On voit finalement qu'il y a aussi dans le risque une forme de globalisation. Ça c'est Clauser qui le dit. Alors je ne sais pas si je peux vous passer quelques... Vous avez, je crois, un diaporama. Je vais prendre la parole pour laisser à la régie quelques secondes pour le diffuser. Voilà, vous avez la télécommande et vos diapositives qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur ce que je disais à l'instant. Mais effectivement, l'idée, en tout cas la spécificité de ces grands événements sportifs internationaux, c'est quand même cette idée de faire à la fois une féerie de ces événements, ce qui est quand même une caractéristique essentielle, mais aussi une sécurité, on va dire, optimale. Et voilà, j'ai choisi par exemple cette illustration de Londres 2012 où on voit un policier effectivement souriant. C'est l'idée effectivement de cette priorité, mais à la fois de ce paradoxe en termes de sécurité qui n'est pas simple à gérer et qu'on va voir plus tard dans les coordinations, qui fait qu'effectivement il y a cette double vigilance dans les grands événements sportifs. Alors quand on s'intéresse à l'idée de menace justement qui touche ces grands événements sportifs, on voit qu'il y a une pluralité effectivement. Alors là c'est pas forcément spécifique au cas des grands événements sportifs, mais on voit que la menace, en tout cas dans les écrits sociologiques qu'on peut trouver, et la menace est multiple, elle touche à la fois les individus, les collectifs, on voit qu'il y a effectivement des menaces collectives, des menaces de troubles de l'ordre public. Alors dans le cas des grands événements sportifs, il va y avoir effectivement les questions de hooliganisme qui vont être des grandes questions, des questions pour la Coupe du Monde 2006 aussi de pickpocket, donc des troubles effectivement dans la ville. Il y a aussi, et c'est là que ça va être intéressant aussi, la conférence de cet après-midi, l'idée de terrorisme global, puisqu'effectivement c'est une des menaces qui touche le plus particulièrement voilà, ces grands événements sportifs. Et ce qu'on retrouve en tout cas dans la littérature, c'est qu'effectivement il y a une forme de modélisation, en tout cas de réflexion face à une menace qui est globale, parce que qui dépasse les frontières, qui va faire en sorte effectivement qu'il n'y ait plus ce contrôle forcément uniquement national. Et ce qui m'a intéressé aussi dans ce cadre-là, donc dans cette gestion de la menace globale, c'est de voir aussi comment finalement ces grands événements sportifs qui appartiennent quelque part à des grandes entreprises que sont la FIFA et les CIO, deviennent dans ce cadre-là et dans l'organisation de la sécurité finalement des franchises quelque part, en tout cas qui sont déléguées au pouvoir public dans cette organisation de la sécurité. C'est-à-dire comment finalement cette délégation va faire en sorte que l'expertise des pays qui organisent vont devoir gérer la sécurité. Donc voilà pour cette première présentation, en tout cas sur cette idée de menace globale. J'avais deux questions complémentaires à ce que vous venez de dire, qui vous sont adressées. La première, vous avez montré une image des Jeux Olympiques de Londres, où on voit le bobby anglais, qui est le symbole de la police britannique, mais lors de ces Jeux Olympiques de Londres, en 2012, il y a eu quand même une mobilisation assez importante d'agents de sécurité privés. Et vous disiez constater une tendance qui était le recours de plus en plus systématique à la sécurité privée. Ça, est-ce que vous l'observez dans vos travaux de recherche? Est-ce que c'est une tendance de fond qui est en augmentation? Vous la caractérisez comment? Vous la quantifiez comment? Alors, sur la privatisation, effectivement, alors c'est un essor de la privatisation de la sécurité de manière générale, mais qui se voit effectivement comme une des grandes tendances. Alors, c'est repris dans cette idée d'hybridation de la sécurité, qui est le quatrième point là, que j'ai pu mettre en évidence, sur cette idée qu'effectivement, le besoin de sécurité est très fort au regard des enjeux d'insécurité, de menaces, d'incertitude, et que finalement, ce besoin de sécurité, notamment humain, ne va pas pouvoir être complètement couvert par les pouvoirs publics et qu'il va y avoir ce partage là aussi des responsabilités. Alors un partage, peut-être qu'on évoquera plus tard sur cette idée aussi de spatialité, c'est-à-dire que dans l'espace il va y avoir aussi des responsabilités différentes, un partage aussi qui va être finalement dans cette refonte, en tout cas dans cette réorganisation, avec effectivement un besoin très fort en termes d'acteurs de la sécurité privée. J'avais une deuxième question, comme je vous le disais. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler un peu l'enjeu de technologisation des grands événements sportifs?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous observez qu'on recourt de plus en plus aux nouvelles technologies pour assurer la sécurité de ces événements? Tout à fait. Même si j'étais plutôt sur la sécurité humaine, on voit, et puis dans le cadre actuel, enfin d'aujourd'hui en tout cas dans ce salon-là, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est comment finalement ces entreprises privées peuvent agir sur les technologisations. Alors ça peut être effectivement dans la vidéosurveillance, ça peut être, tout à l'heure on en parlait aussi, sur des drones. Alors après, ce que je dis, c'est des propos assez généraux, mais c'est vrai qu'en fonction aussi de l'aspect législatif de chaque pays qui organise la sécurité, il va y avoir forcément des spécificités et puis des acceptations, en tout cas des histoires un peu particulières. Mais en tout cas, on voit notamment sur la CCTV, sur les puces aussi intégrées au ticketing, c'est-à-dire les tickets justement qui vont être donnés là aussi aux spectateurs notamment. Idemia est sponsor de ce salon, donc nous devons quand même citer Idemia qui d'ailleurs nous fournit les badges de contrôle d'accès à l'entrée au salon, avec le procédé que vous évoquez. Voilà, donc on voit effectivement qu'il y a différents, on va dire, impacts de cette privatisation au niveau de la sécurité dans les grands événements, mais qui se retrouvent effectivement aussi, on parle d'héritage, mais en tout cas dans mon travail, j'ai essayé de montrer qu'il y avait aussi différents types d'héritages, des héritages qui étaient à la fois d'événements sportifs à un autre, et puis vous pourrez bien mieux en parler que moi, mais aussi des héritages entre événements sportifs, mais aussi extrasportifs, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement dans les tendances aussi, il y a certains éléments, on en parlait tout à l'heure, de démarche proactive, d'analyse des risques, de mise en place finalement de centres de décision articulés avec les différents acteurs qui se fait en amont dans la planification. On voit beaucoup de tendances finalement qui vont aussi être visibles dans le cadre des grands événements sportifs internationaux. Donc transition toute trouvée vers la prise de parole du préfet Ziad Khoury, dont je rappelle que vous êtes donc coordonnateur en charge de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qu'auparavant vous avez notamment travaillé à la sécurité de l'Euro 2016 de football, dans un contexte qui n'était pas simple pour notre pays, puisque nous venions de subir les attentats du 13 novembre 2015, que même en Europe, d'autres États voisins, je pense notamment aux Belges, avaient subi des attentats terroristes d'une particulière gravité à l'échelle de leur histoire, et que la menace terroriste restait d'un niveau très élevé, et que malgré ça, il fallait, parce que ça participait aussi de la résilience de notre pays, maintenir un événement sportif tel que l'Euro 2016 de football, avec bien évidemment des compétitions à l'intérieur de stades, mais aussi des fan zones dont il fallait assurer la sécurité. Vous étiez, si je sens mauvaise métaphore, aux premières loges, mais pour assurer la sécurité de cet Euro 2016, quels sont les grands enseignements que vous en avez tirés? Parce que c'est une réussite, il faut le dire. Il n'y a pas eu d'attentat terroriste perpétré pendant cet Euro, il n'y a pas eu non plus de victimes pendant le déroulé des opérations, des événements sportifs. Donc grande réussite. Et quels enseignements vous en tirez? Merci et bonjour à tous. C'est vrai que l'Euro 2016, on l'a organisé alors qu'il y avait le régime de l'état d'urgence, qui est plutôt une singularité. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à y travailler, moi je suis arrivé 3 ans avant, comme pour les JO, on était dans une autre logique. Je me souviens de discussions avec l'UEFA, dont l'objectif était plutôt que la sécurité ne soit pas trop visible, qu'il n'y ait pas des éléments anxiogènes, et puis quand on est arrivé proche de l'événement, c'était plutôt la logique inverse. Donc en fait, le vrai secret pour réussir ce genre d'événement, c'est que la planification des dispositifs de sécurité respecte deux grands objectifs. Le premier, c'est qu'il y ait un seul schéma de sécurité pour tous, c'est-à-dire que les organisateurs, les collectivités, l'État portent une seule stratégie de sécurité, une seule doctrine, dont l'État est en quelque sorte l'assemblier, parce que c'est son pouvoir régalien, et non pas qu'on travaille en silo, ça c'est extrêmement important. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut une planification robuste, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable, à partir d'un socle de sécurité élevé, tout en gardant une certaine proportionnalité, soit capable de s'adapter. Et quand il a fallu en fait monter un peu les curseurs, parce qu'il y a eu les attentats de 2015, on avait déjà intégré le risque terroriste, il n'a pas été nécessaire de revoir toute la planification, mais simplement de reconsidérer certains points. Donc en fait, il faut travailler sur ces deux volets. À l'Euro 2016, comme au JO, il y a 3 grands défis, c'est toujours les mêmes. Il y a des différences de degré et de nature. Il y a un défi capacitaire d'abord, c'est-à-dire que ce sont des événements exceptionnels, et donc par définition, les capacités courantes ne sont pas dimensionnées pour ces événements. Donc il y a un effort de rehaussement, de mobilisation qui doit être fait. Pour les JO, ça sera hors norme, puisque c'est le plus grand événement que la France n'aura à organiser.
dans son histoire, et quel que soit le domaine, politique, sportif ou autre. Donc cet événement-là, évidemment, impose à chacun non seulement d'utiliser à plein ses moyens, mais d'aller en chercher d'autres, et puis d'optimiser l'utilisation de façon à ce que ce soit particulièrement efficient. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de privatisation, parce que privatisation, ça laisse entendre que les moyens publics sont soit on se désengage, soit on les confère à d'autres, alors que les moyens publics pour les JO comme pour l'Euro sont totalement engagés. Donc ils sont partout. On est plutôt dans une démonstration à haute intensité de ce qu'on appelle le continuum aujourd'hui de sécurité, c'est-à-dire la capacité à chacun, dans une répartition claire des responsabilités, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de la sécurité, qui est une production collective et qui ne concerne pas uniquement les agents de sécurité. C'est un sujet transversal et donc chacun doit savoir comment se comporter et apporter son concours. Donc il y a un défi capacitaire. Le deuxième défi, c'est un défi de coordination. Ce sont des événements complexes. Les JO sont encore plus complexes que l'Euro parce qu'il y a une gouvernance avec des acteurs qui sont plus nombreux. Et donc il faut faire le lien avec les institutions sportives, y compris internationales, mais également avec notre cadre juridique, notre culture de sécurité. Donc il faut construire cette synergie. Et donc la coordination, elle est importante pour qu'on sache être, comme on dit, agile. Si on a beaucoup de monde, mais qu'en fait il n'y a pas une bonne chaîne de liaison entre chacun, finalement on utilise mal la ressource et quand vous voyez d'autres événements, je ne vais pas citer des pays, vous avez beaucoup de monde, mais parfois ils sont là, mais ils ne savent pas quoi faire, ou alors ils font que leur tâche. Donc cette coordination dans la préparation et au moment de la phase opérationnelle est extrêmement importante, et c'est même clé. Le succès de ce genre d'événement est collectif et passe d'abord par l'humain. Tout le reste, les outils, etc., sont là pour accompagner ce succès. Donc il y a un défi de coordination qui est aussi extrêmement important. Et le troisième défi, c'est un défi d'anticipation. La coordination nationale que je dirige aujourd'hui, elle existe depuis 3 ans. Donc on peut dire que la France s'est lancée assez tôt dans l'anticipation. On est dans un moment où il faut accélérer, on n'est pas en retard, mais on est dans une phase d'accélération nécessaire. Et donc cette anticipation, elle permet ensuite finalement de répondre aux imprévus qui sont inévitables, grands ou petits, de façon à ce qu'on puisse le faire dans des conditions, j'allais dire, extrêmement efficaces et pertinentes. Justement, je me permets de rebondir sur l'enjeu que vous citiez, qui est un enjeu de coordination. Quand vous êtes côté État, vous avez comme interlocuteur les organisateurs de ces grandes manifestations sportives. Probablement que certains ont des habitudes de travail, des protocoles, des procédures, des exigences, peut-être. Comment vous composez avec ça? Comment vous nouez le dialogue avec des organisateurs qui vont vous dire, mais nous avons l'habitude d'organiser des grands événements sportifs, nous en avons plusieurs dizaines à notre actif, nous travaillons de telle manière dans tel pays, nous avons travaillé de telle manière dans tel autre, et donc nous voudrions travailler comme ça en France, alors que ça peut ne pas correspondre à des habitudes, à des exigences, à des règles qui sont celles de notre pays. Alors, cette question était particulièrement aiguë au moment de l'Euro, parce que l'UEFA organise l'Euro, et donc d'un billet à l'autre, d'un euro à l'autre, a tendance à reproduire le même schéma. Donc moi, mon rôle, c'était, en travaillant pour l'UEFA, la Fédération Française de Foot, et en lisant avec le pouvoir public, de créer des passerelles et d'arriver à trouver le point d'équilibre, le chemin de crête. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, c'est un peu différent, parce que finalement, chaque Jeu olympique, c'est différent. Là, il y a un comité d'organisation, il n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'il organise. Et en fait, chaque événement est unique, c'est ça qu'il faut comprendre. L'acquis de l'expérience est nécessaire, parce que ça permet de partir du bon pied, de faire une démonstration de savoir-faire. Mais en même temps, il faut s'inscrire dans un contexte qui est nouveau. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est le cahier des charges, c'est-à-dire quel était le dossier initial vis-à-vis du CIO, quelques impondérables du CIO sur des choses qui sont liées à l'organisation, protocolaire, sportive, etc. Mais derrière, il y a une assez grande confiance dans le domaine de la sécurité au pouvoir public, à l'État avant tout, pour être celui qui va orchestrer tout cela. C'est un sujet un peu particulier par rapport à d'autres domaines, parce que c'est lui qui va justement adapter au cadre juridique, mais surtout à l'organisation de notre système de sécurité, ces contraintes qui peuvent être parfois sportives. Donc on peut y arriver, mais il faut savoir qu'on ne fait pas de la même manière. Au Japon, à Tokyo, ils ont une autre organisation, les forces de défense qui ne sont pas armées par ailleurs, il y a un secteur de la sécurité qui est différent, etc. Il y a des technologies qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc à nous de nous approprier l'événement pour faire en sorte qu'on puisse avoir un dialogue constructif, ce qui est le cas, parce que le comité d'organisation, on travaille bien avec lui. Le seul écueil, c'est que c'est assez foisonnant, il faut mettre un peu d'ordre, de cap, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter une dispersion. Quand je dis une stratégie, c'est-à-dire une colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale est forte, et c'est le boulot, à ce moment-là, on arrive à peu près
à récupérer tous les éléments et en faire un seul dispositif. Justement, vous venez de nous parler de la coopération pays, hôte, organisateur, mais il y a d'autres formes de coopération. Vous avez cité tout à l'heure un terme particulier, le continuum, c'est-à-dire en fait la coopération publique-privée. Parmi les modes de coopération, j'imagine que les industriels de la sécurité viennent vous trouver. Alors aujourd'hui, vous êtes à leur contact, puisque vous venez sur leur salon. Mais peut-être que d'ordinaire, le contact est inversé, ce sont eux qui viennent à votre rencontre. Est-ce que des dialogues se nouent avec les industriels dans le cadre de la préparation de ces grands événements sportifs? Et puis qu'est-ce que vous vous dites, sans rentrer dans l'intimité des dialogues, mais comment ça se passe? Comment les industriels viennent à votre rencontre et comment est-ce que vous échangez ensemble? D'abord, on a la chance d'avoir des industriels dans le domaine de la sécurité, notamment français, ou installés en France. Et donc, on a une filière avec laquelle on a une relation d'ailleurs de partenariat qui est structurée. Donc, on s'inscrit dans cette relation et les JO font partie d'une perspective qui à la fois est un besoin en tant que tel, mais aussi peut être un levier pour développer un certain nombre de technologies ou pour les accélérer. Donc on est dans cette logique et ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on est en échange avec le monde industriel. Après, il y a des procédures à respecter naturellement, mais ça nous permet d'éclairer aussi les capacités technologiques qui existent et puis pour eux de savoir aussi quels peuvent être les besoins. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fait l'Euro, l'environnement numérique était déjà présent, mais il était très différent de celui qui sera en 2024. Et ça évolue constamment. Donc le défi du risque cyber et de la cybersécurité nécessite un dialogue étroit pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour être, comme on dit, résilient, pour anticiper et puis pour réagir s'il y a des difficultés. Et donc, on a besoin de constamment réactualiser ce dialogue. Vous prenez le cas de... Ça, c'est l'espace numérique, la sécurité digitale. Vous prenez l'espace aérien. Vous avez eu l'arrivée des drones qui existaient déjà au moment de l'Euro, mais beaucoup plus maintenant avec des modèles, etc. Donc là aussi, il faut savoir comment on peut faire pour lutter contre d'éventuelles menaces venant par les airs. Donc on a ce dialogue. Moi j'ai un groupe d'ailleurs que je gère avec le collègue Olivier de Mazières qui s'occupe de la relation plus globale avec ses partenaires. Donc, un groupe de travail qui est là pour identifier les besoins, pour regarder aussi ce qui peut exister et puis pour arriver à des décisions à un moment donné. Ce qui est clair, c'est que pour moi le plus important c'est d'avoir partir de la stratégie du facteur humain. Les outils technologiques sont là pour optimiser ou rendre plus performant notre action. Ils ne sont pas là comme objectif en soi. Donc si ça peut accélérer des développements, oui, mais les JO ne sont pas le théâtre d'expérimentation ou de démonstration gratuite. Il faut que ça soit quand même pertinent opérationnellement. Et donc c'est notre grand souci. Ça ne s'adresse pas qu'à l'État. Beaucoup de ces technologies concernent les organisateurs. Tout ce qui est contrôle d'accès, par exemple, sur les sites, c'est des organisateurs qui doivent regarder comment ils peuvent utiliser, par rapport aux accrédités, par rapport aux spectateurs, des technologies qui permettent finalement peut-être d'avoir une ressource de sécurité privée qui soit moins abondante parce qu'elle est un peu contrainte et qui soit plus performante que simplement un contrôle visuel classique d'un document cartonné par exemple. Mais il y a des limites à cela, des limites juridiques notamment. On s'inscrit évidemment dans le cadre du droit tel qu'il existe aujourd'hui. Donc voilà, on est dans ce processus, mais c'est un processus qui englobe tous les acteurs, ça peut être les collectivités pour les lieux de rassemblement festifs, tous les acteurs qui vont avoir un rôle dans la réussite de ces jeux, qui sont un événement festif. Je rejoins ce que vous avez dit, la sécurité, c'est un cadre, mais l'objectif, c'est d'avoir un événement qui soit durable, qui soit festif, qui soit performant au point de vue du spectacle, et qui se passe de façon tranquille. Donc l'expérience des spectateurs avec une expérience apaisée. Justement, vous nous disiez, vous nous livriez que la sécurité de ces événements, c'était une co-construction entre les administrations de l'État qui accueillent, dans le cas français, en l'espèce du ministère de l'Intérieur notamment, et les organisateurs. Cette co-construction, elle vaut aussi sur le plan budgétaire. L'État finance une partie de l'organisation de l'événement et de sa sécurité. Et puis, ne serait-ce qu'en employant les forces de sécurité du pays, il y a une contribution, qui est une contribution à l'effort de sécurité de l'événement. Mais il y a aussi le budget que les organisateurs veulent bien consacrer à la réalisation de l'événement et à sa sécurité. Dans le dialogue que vous avez, et je reviens à la relation avec les industriels, est-ce que vous avez, vous, des leviers pour influencer les organisateurs sur leur choix d'acquisition de matériel, notamment s'ils voulaient acquérir des matériels de mauvaise facture ou qui n'assureraient pas des conditions de sécurité optimales ou qui seraient au niveau des exigences que vous-même vous fixez pour la sécurité
de cet événement sportif à venir que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? Alors évidemment, on n'interfère pas dans les choix des uns et des autres, parce que ça suit des procédures, notamment d'appel d'offres. Mais par contre, il faut échanger sur l'objectif au départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui est souhaitable. Moi, quand je suis arrivé, je me suis tout de suite enquis de la manière dont se passaient les billets. Est-ce que c'est des billets électroniques ou papier? Les accréditations, est-ce qu'il y a des accréditations avec on scanne, avec des puces ou pas, etc. De façon à ce qu'on s'assure à la fois d'un équilibre entre fluidité et efficacité du contrôle. Et donc, les organisateurs, ils ont une responsabilité sur notamment les sites de compétition, tout ce qui est associé, les sites officiels. Une responsabilité d'ailleurs qui n'est pas exclusive, elle est de premier échelon. L'État a aussi un rôle à jouer là-dedans, notamment pour des expertises, le déminage, toute une série de fonctions. Et donc finalement, ils font leur choix, mais ils font leur choix à partir d'un diagnostic qu'on essaie de partager. On est en train actuellement de mener un travail de classification des différents sites en fonction de leur sensibilité, selon leur jauge, les épreuves qui s'y tiendront, la manière dont ils sont configurés, de façon à ce qu'à côté, il y ait un niveau de sécurité qui soit adossé. Donc il y a un niveau minimum, une couche de sécurité que tous les sites doivent respecter, mais à certains endroits, on en fera un peu plus. Donc ce travail, on le mène ensemble, il est en train de se terminer d'ailleurs, et à partir de là, ils pourront derrière solliciter le monde industriel pour justement demander un certain nombre de technologies. Il faut partir quand même du diagnostic et de la stratégie, et après chacun doit prendre ses responsabilités. Alors, dernière question que je voulais vous adresser, je vais me faire aussi un peu le porte-voix, le porte-parole de beaucoup d'industriels français, puisque nous sommes en France dans un salon qui regroupe des industriels, pas que français, mais qui est quand même le salon des industries françaises. Dans le dialogue que vous nouez avec les organisateurs, sur les discussions budgétaires, je comprends qu'il n'y a pas de possibilité d'influer, ça n'est pas le champ de votre mission. Mais les industriels ont quand même des attentes en termes de souveraineté, de préférence nationale, et disent ce sont les Jeux, alors pas de la France, ce sont les Jeux du monde, mais accueillis par la France. Nous sommes industriels français, comment peut-on fournir des équipements français pour un événement qui va se dérouler en France et qui a une dimension vitrine, puisque le monde va nous regarder. Comment vous voyez cette exigence-là qui est la leur? Comment vous pouvez y réagir? Comment vous pouvez l'accompagner, peut-être, à la place qui est la vôtre et dans le champ des missions qui vous sont confiées par le ministère de l'Intérieur? D'abord, vous parliez des aspects budgétaires, le budget sécurité de l'organisation a été augmenté assez significativement. Donc ça fait partie du dialogue qu'on a. Après, il faut savoir de quoi on parle, parce qu'il y a des éléments de sécurité qui ne sont pas dans le budget sécurité. Est-ce qu'on compte, par exemple, ce qu'on appelle le barriérage? Parce qu'il y a aussi des technologies anti-voitures liées, etc. Parfois, quand je faisais l'euro, c'était pas dans le budget sécurité, c'était dans le budget logistique. Donc il ne faut pas avoir une vision étroite de la sécurité, mais vraiment, vraiment très large. Il y a des éléments de communication, par exemple, qui peuvent être dans des budgets de communication, mais qui consistent en fait à avoir une communication qui soit continue et sécurisée. Donc cet effort budgétaire, il est là. On souhaite d'ailleurs qu'il laisse des traces, c'est-à-dire qu'on fait ça pour les JO, mais il y a un certain nombre d'équipements dont on va parfois doter nos forces de sécurité, qui seront utilisés évidemment parfois avant et au-delà des Jeux. Donc c'est ce qu'on appelle l'héritage. Donc on n'est pas dans l'organisation simplement d'événements, mais aussi dans des étapes qu'on franchit grâce à cet événement et aussi dans un acquis, y compris en termes de centre de commandement, par exemple, qu'on modernise au niveau de la préfecture de police, au niveau de l'État, et tout ça nécessitera des équipements nouveaux. Donc on est dans un effort global qu'il faut bien avoir à l'esprit. Après, dans le dialogue avec les industries françaises, je pense que vous avez évoqué la notion de vitrine. Il leur appartient aussi de saisir cet événement national, comme ils le font dans d'autres événements, mais là, sur le territoire national, c'est encore plus important, pour faire les efforts nécessaires pour pouvoir se l'approprier et être dans cette vitrine, au devant de la vitrine. Et il y a un certain nombre de critères de sécurité, parfois législatifs, même réglementaires, qui font qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas français, qui auront plus de mal à s'acclimater parce qu'il faut respecter un certain nombre de conditions nationales. Mais en tout cas, je pense que nos industriels sont suffisamment bien placés pour qu'ils aient une carte à jouer. Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. D'ailleurs, ils sont déjà bien implantés dans un certain nombre de processus et je suis sûr qu'ils pourront être au rendez-vous. Merci, monsieur le préfet. Donc la coopération publique-privée, elle est avec les industriels, mais pas qu'avec les industriels, aussi avec les activités privées de sécurité. Et je me tourne vers le préfet Cyril Maillet, dont je rappelle que vous êtes le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, qui va fêter son 10e anniversaire tout prochainement, puisque si ma mémoire est bonne, il doit être créé ou rentre en fonction le 1er janvier 2012, donc le 1er janvier 2022, ça fera 10 ans. Et je crois que vous en êtes le 3e directeur, quatrième directeur déjà, si je ne dis pas de bêtises. Donc,
Peut-être est-ce que vous pouvez, dans un premier temps et assez rapidement, rappeler aux personnes qui sont dans la salle ce qu'est le Conseil national des activités privées de sécurité, non pas qu'ils ne le connaissent pas, mais peut-être rappeler le périmètre de l'action qui est celui de l'établissement public que vous dirigez. Bonjour à tous. Donc dans les interventions précédentes, effectivement, le mot a été lâché de continuum de sécurité, et la sécurité ne peut se faire globalement qu'avec une participation des acteurs de la sécurité privée. En France, la sécurité privée est réglementée par le Code de la sécurité intérieure, et depuis 2012, l'État a créé un établissement public, le CNAPS, pour pouvoir mettre en œuvre, contrôler cette sécurité privée dans notre pays. La particularité du CNAPS, c'est que dans son conseil d'administration, il y a non seulement les acteurs de l'État, les principaux, les différents services du ministère de l'Intérieur, d'autres ministères, la Défense, les Finances, le Travail, mais il y a aussi la représentation de groupements ou d'acteurs de la sécurité privée, qui sont dans différents domaines, le transport de fonds, la sécurité des personnes, les détectives privés, etc. Et donc on balaie comme ça l'ensemble de la sécurité privée, telle qu'elle est organisée dans notre pays, plus des acteurs qui apportent leur savoir-faire. À partir de là, et d'ailleurs les JO vont être l'occasion pour nous de décliner les 3 grandes missions qui sont confiées à l'établissement. Une première mission qui s'appelle une mission de police administrative, c'est-à-dire concrètement, on délivre des permis, des autorisations de travailler dans la sécurité privée, aussi bien pour les agents que pour les dirigeants d'entreprise. Deuxième mission, le contrôle. Donc, il y a des équipes de contrôleurs sur l'ensemble de la France qui vont dans différents sites. Ça pourrait être aujourd'hui au salon. Vous avez vu que vous avez été filtré par des agents de sécurité privée. Et bien, mes équipes passent et vont contrôler ces acteurs, vont contrôler les entreprises si elles sont conformes au Code de la sécurité intérieure. Et puis, troisième mission, c'est la mission de conseil à la profession, donc en amont sur toutes les thématiques que ces industriels ou ces agents pourraient avoir sur l'explication et le décollage des règles en sécurité privée. Alors pour les JO, justement, les 3 missions doivent être sollicitées à des moments différents. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, on participe à un certain nombre de groupes de travail qui sont animés notamment par la CNJ, pour pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux en amont de préparation qu'ont les opérationnels, qu'ont les acteurs responsables. Et évidemment, un certain nombre de sujets viennent sur la sécurité privée. Je vais en citer 3 qui sont assez importants. Le premier, c'est la crainte qu'il n'y ait pas la ressource suffisante le jour J. Donc comment en amont les différents acteurs, les différents pouvoirs publics peuvent créer des conditions pour aider les entreprises, parce qu'encore une fois, ça reste des entreprises privées, faire en sorte que les conditions soient organisées de manière à ce que la ressource soit bien présente, parce qu'on sent bien qu'il va y avoir un surcroît de besoins au moment des JO, et c'est pas facile d'y répondre. Second enjeu, c'est avec un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de la sécurité privée, c'est d'essayer de voir où s'arrête la sécurité privée, où est-ce que la réglementation s'arrête. L'accueil, une hôtesse d'accueil, c'est pas de la sécurité privée. Quelqu'un qui va filtrer à l'entrée un ticket pour rentrer de manière contrôlée dans un site, c'est de la sécurité privée. Et on voit comme ça toute une série de sujets qui sont assez complexes dans l'exercice et qui va derrière, évidemment, déboucher sur le volume plus ou moins grand d'agents de sécurité privée dont il y aura besoin. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu souvent aussi lié à l'aspect un peu contractuel, l'aspect réglementaire vis-à-vis des entreprises, notamment vis-à-vis des problématiques de sous-traitance, jusqu'où on peut sous-traiter, vis-à-vis de tout ce qui est organisation des contrats, tout ce qui est facility management. Est-ce que la sécurité peut être dedans? Oui, non, comment, jusqu'où? C'est des conseils que l'on commence à donner régulièrement. Et puis enfin, sur les conseils aussi de cet ordre, il y a toute la thématique européenne, c'est-à-dire comment se positionner ou quelles sont les règles vis-à-vis des sociétés européennes qui ont le droit de venir faire de la sécurité privée en France et donc qui répondront aussi, ou qui pourront répondre à certains appels d'offres. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, elle sera on va dire 1 an
18 mois avant l'échéance, c'est est-ce que l'établissement public sera en mesure de répondre à la demande. Parce qu'on disait qu'il allait y avoir un surcroît de demande, donc comment on s'organise nous pour délivrer ces fameuses autorisations qui sont à deux niveaux, au niveau des formations d'abord et au niveau de l'exécution des missions ensuite. Est-ce qu'on sera en place? Donc on travaille actuellement, on a encore un petit peu de temps parce que ça l'enjeu c'est à partir de l'été 2023, on sent qu'il y aura probablement une hausse très forte de ces demandes, donc pour pouvoir avoir des ressources en plus de manière à pouvoir répondre. Et puis la troisième mission et le troisième rendez-vous avec les JO, eh bien, se fera pendant les JO eux-mêmes, dans le cadre de la mission de contrôle, parce qu'effectivement il y aura des contrôles qui seront certainement organisés non pas établissement par établissement, mais probablement qu'il y aura une sorte de coordination des contrôles de l'État, parce qu'il n'y a pas que le CNAPS qui contrôle, il y a l'inspection du travail, il y a différents acteurs, la police, la gendarmerie. Et donc il y a aussi un enjeu de contrôle très important pour ce rendez-vous des JO auquel on participe et sur lequel on commence à réfléchir également. C'est justement là où je souhaitais en arriver, et je vous remercie de cette première prise de parole. C'est que pour l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques, on parle d'une nécessité de 25 000 agents de surveillance humaine, là où le pays en compte 170 000, c'est les derniers chiffres qui nous sont communiqués, donc 25 000 de plus, c'est considérable, pour un temps relativement court, puisque les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est quelques dizaines de jours, je crois que c'est 60 jours à peine d'épreuves, donc c'est-à-dire 2 mois, et ensuite que vont venir ces agents, c'est une des questions aussi que se posent les professionnels, mais si on en reste simplement aux besoins d'agents, 25 000 agents, comment est-ce qu'on contrôle 25 000 agents de surveillance humaine dans un laps de temps aussi court? Alors, ça revient, la question elle est d'ores et déjà posée au quotidien. Comment on contrôle 170 ou 180 000 agents sur l'ensemble du territoire avec les moyens dont on dispose, qui sont importants, mais pas si importants en proportion. En fait, on organise toujours les choses par rapport à un plan de contrôle. On l'organise tous les ans, il y a un plan de contrôle qui s'organise par thème ou par zone géographique. Et là, très certainement, on n'en a pas encore totalement parlé parce que c'est encore une étape ultérieure, mais très certainement, et peut-être sous l'égide du ministère de l'Intérieur, on essaiera d'établir une sorte de plan de contrôle de manière à essayer d'avoir une vision globale par sondage aléatoire à certains endroits et peut-être à d'autres de manière plus précise et de manière plus systématique, notamment par rapport aux enjeux et puis aussi par rapport aux informations dont on peut disposer sur l'ensemble du réseau. Alors, on sait que le marché de la surveillance humaine est un marché sous tension de demande. Il y a assez peu de candidats, on manque de main-d'œuvre sur ce marché. Et notamment à l'occasion des Jeux Olympiques, certains entrepreneurs du monde de la sécurité privée et de la surveillance humaine ont fait savoir qu'ils auraient peut-être des problèmes pour trouver la ressource humaine et fournir dans un laps de temps court ces 25 000 agents supplémentaires. C'est un peu un choc de demande par rapport à une tendance de fond où il y a effectivement, vous disiez, 170 000 personnes à l'année qui exercent les métiers de la surveillance humaine. Et donc, pour faire face à ce besoin de main-d'œuvre, il y a une tentation. C'est un peu la tentation de l'étranger, c'est d'aller recruter peut-être des personnes dans des États voisins. D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et si c'est possible et souhaitable, comment est-ce que vous allez contrôler des agents de sécurité qui ne seraient pas français et qui, pour l'événement, viendraient des États voisins? Alors, dans l'aspect étranger, il y a deux choses très différentes. Il y a l'entreprise qui a un contrat et qui vient travailler en France. Cette entreprise, elle ne peut être qu'européenne. Et pour qu'elle puisse travailler en France, eh bien, comme les autres entreprises, elle dépose un dossier au CNAPS et on l'autorise à pouvoir exercer en France. Ensuite, il y a les agents qui travaillent dans ces entreprises, qu'elles soient françaises ou européennes. Il faut que l'ensemble de ces agents aient le droit de travailler en France. Alors, quand ce sont des citoyens européens, ils l'ont de fait. Quand ce sont des citoyens extra-européens, là, il leur faut un titre de séjour ou un équivalent. Et l'ensemble de ces acteurs doivent aussi demander au CNAPS une autorisation individuelle de pouvoir travailler en France. Donc à partir de là, il y a une sorte d'égalité, en fait, de traitement vis-à-vis des entreprises françaises et des entreprises étrangères,
vis-à-vis des autorisations diverses, qu'elles soient au niveau des entreprises, des dirigeants ou des salariés. Très bien. Je vous remercie. J'avais une toute dernière question à vous poser avant qu'on échange avec la salle. Ça concerne la formation. Vous y avez fait allusion dans votre propos liminaire. Ces agents de surveillance humaine, on a brandi ce chiffre, on a marqué ce chiffre de 25 000, mais il faudra aussi les former dans un laps de temps qui est parfois assez court, parce qu'on peut imaginer des entreprises qui vont réussir à trouver de la main-d'œuvre quelques mois, quelques semaines, parfois avant le début des épreuves olympiques. Ils vont avoir besoin de les former pour que ces agents soient titulaires du fameux certificat de qualification professionnelle qui permet ensuite de venir vous voir, vous, au CNAPS, pour avoir la carte professionnelle, dans le cadre des missions de police administrative que vous avez évoquées. Est-ce que cette formation-là, elle pourra être assurée dans des délais suffisamment courts? Est-ce que vous pourrez la contrôler et assurer in fine aussi et garantir la qualité de la formation des agents qui vont se retrouver au cœur de dispositifs sensibles à l'occasion des épreuves olympiques? C'est tout l'enjeu de l'anticipation dont a parlé Ziad tout à l'heure. Une formation d'agent de sécurité, c'est, on va dire, 1 mois et demi à 2 mois. Aujourd'hui, c'est 187 heures, Alors, la base, c'est 175 heures. 175 heures. Mais souvent, il y a des compléments pour aller sur différentes spécialisations. Donc, c'est à la fois court, mais ça s'anticipe. Donc, il est clair que les demandes d'autorisation, la formation, l'ensemble des éléments devraient être faits au minimum 6 à 8 mois avant l'événement si on veut être au rendez-vous. Et donc c'est tout l'enjeu pour les entreprises de l'anticiper par rapport aux appels d'offres et par rapport à ces différents contrats. En tout cas, nous on essaiera, autant que faire se peut, aujourd'hui on le fait, on continuera demain, à les accompagner, à les aider, à aller aussi vite que possible, mais sans jamais céder sur la qualité. Et comme un des enjeux, c'est de filtrer au regard des fichiers de police, en fait, à qui on a affaire et qui on met en action de sécurité vis-à-vis de nos concitoyens, le CNAPS restera sur sa ligne de filtrer les agents qui ne doivent pas être agents de sécurité privée, même s'il y a un fort besoin. C'est parfaitement clair. Je pense que s'il y a des entrepreneurs de la sécurité privée dans la salle, ils ont probablement dû entendre votre message, monsieur le préfet Maillet. Sans plus attendre, j'imagine que vous avez probablement des questions à poser à nos intervenants. Je crois que, monsieur le préfet, vous avez une petite contrainte qui fait que vous êtes attendu sur une autre conférence sur le stand du J4 dans quelques minutes avec un autre préfet qu'a cité monsieur le préfet Maillet, qui est le préfet Olivier de Mézières. Mais néanmoins, si des personnes souhaitent vous interroger tous les quatre, la parole, bien sûr, leur sera donnée. On vous demande simplement de bien vouloir vous présenter auparavant. Et d'ailleurs, j'en profite le temps que le micro circule pour vous indiquer que tous nos échanges, évidemment, nous les tenons en français, mais ils sont traduits simultanément en anglais. Il suffit simplement de scanner le QR code qui a défilé sur les diapositives, et en branchant vos écouteurs à votre téléphone portable, vous pouvez avoir une traduction simultanée en anglais. Voilà pour les considérations qui m'ont permis de gagner quelques dizaines de secondes. Y a-t-il des questions? Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? La régie va éclairer la salle, de sorte à ce qu'on puisse voir les demandes de prise de parole. Monsieur au premier rang, vous avez une demande de parole. On va vous confier un micro. Ah, le micro arrive. Oui, bonjour, Philippe Serriès, pour Paris Métropole Info. Les Jeux Olympiques, le masque, ça sera mieux. Les Jeux Olympiques se passent sur un temps quand même assez long avec des délégations importantes. Je pense que la sécurisation sur le site, le village, tout ça, c'est une problématique qui est contrôlable. Mais là, on se retrouve avec des délégations qui vont certainement, puisqu'ils ne sont pas tous en course tous les jours, juste comme ça, sortir énormément sur la capitale et autres. Est-ce que ça, c'est une problématique qui est prise en compte au niveau de la sécurité, et comment c'est pris en compte? Laissez le préfet Ziad Khoury vous répondre. Alors c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un événement global. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité des compétitions et il y a la sécurité du pays pendant le temps des compétitions. Parce que le propre des Jeux Olympiques, c'est d'offrir une grande caisse de résonance à tout ce qui se passe. Et donc effectivement, notre rôle, c'est d'éviter qu'il y ait des événements graves qui viendraient ternir l'image ou entraver le bon déroulement des Jeux en eux-mêmes. Donc tous ces paramètres sont pris en compte
il y a aussi des règles. Hein. Il y a un village olympique, si vous parlez par exemple des athlètes, voilà, il y aura quand même un certain nombre de modes de fonctionnement qui seront déclinés. On a affaire à un public qui n'est pas forcément celui pour ce que proposer avec l'euro, qui est un public plus familial, donc il y a un peu moins de phénomènes il y a moins de phénomènes de hooliganisme et de risque de confrontation de supporters, par exemple. Après, il y a des sportifs connus et d'autres qui sont moins identifiés. Donc voilà, il y a quand même, c'est quand même quelque chose à adapter, mais il est clair que notre schéma de sécurité ne se limite pas aux lieux où vont se passer les événements, que ce soit les lieux de compétition sportive ou les lieux d'hébergement officiels, ou même des lieux médiatiques, mais s'étendre à l'ensemble du pays. C'est ça le défi de la sécurité, c'est d'être en mesure justement de veiller à ce que l'ensemble du territoire, et singulièrement quand même la plaque de France, même si tout ne se passe pas là, puisse être dans des conditions, j'allais dire, de sécurisation à la fois qui donnent de la confiance, c'est ça le mot qui est important, et qui ne soit pas de nature anxiogène. Merci. Y a-t-il d'autres... Monsieur Lalame, au premier rang, souhaitait poser une question. Oui, merci. Vincent Lalame, directeur de la recherche à l'IHEMI. J'ai deux questions. Une première qui concerne toujours cet écosystème des Jeux Olympiques, concernant notamment les bénévoles. Comment on intègre la sécurisation auprès de ce public qui va intervenir, les bénévoles, premièrement. Et deuxième question, qui est plus une question plutôt de scénario. On sait que les Jeux Olympiques de Tokyo se sont tenus dans un contexte Covid. Est-ce que vous intégrez cette probabilité, même si elle est extrêmement faible, dans un scénario futur des JO 2024 après? Alors sur les volontaires font partie du dispositif global de gestion des flux. Et la gestion des flux, c'est quand même l'enjeu principal de sécurité, au sens large. Donc le volontaire, il va permettre d'orienter les personnes, de leur donner des informations, etc. Donc ça permet aux forces de sécurité qui sont formées pour ça de se concentrer sur une mission plus directement reliée à la sécurisation. Et ces volontaires-là, qui seront aussi là de façon plus générale pour assumer des missions qui ajoutent de la valeur à l'événement et qui évidemment ne remplacent pas les missions qui doivent être faites par des professionnels et qui sont nécessaires. Donc ces volontaires feront l'objet, il y en aura je crois autour de 50 000, pour le comité d'organisation de chacun d'accréditation et donc d'enquête administrative qui permet, comme on dit, de le cribler. Après, moi je compte aussi sur eux pour être un vecteur d'un minimum de réflexe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait s'il y a un colis suspect par exemple, qu'est-ce qu'on fait si on observe quelque chose. Donc, la particularité des Jeux, c'est d'être très dense géographiquement et dans le temps, parce qu'il y a une concomitance d'événements, avec beaucoup de gens sur le terrain, et donc il faut utiliser toute cette ressource pour apporter cette tranquillité qu'on souhaite, et notamment dans la gestion et la régulation des flux, qui est quand même un sujet assez compliqué. Donc évidemment, ces volontaires, c'est un programme de recrutement, c'est pas de droit, il faut remplir un certain nombre de critères, et c'est les organisateurs qui vont les recruter, mais il y aura aussi des volontaires dans des collectivités, notamment dans ce qu'on appelle les lieux d'animation, fan zone pour le football, mais là ça s'appelle autrement. Et donc là aussi, notre souhait, c'est d'essayer de parvenir à un même dispositif. La question suivante. C'était sur le Covid. Est-ce qu'il y avait un risque de crise sanitaire qui perturbe l'organisation des Jeux et comment vous prenez en compte ce risque? Notre analyse des risques, elle a déjà commencé. Elle couvre tous les risques. On a aussi un centre de renseignement qui est déjà en place. Donc, y compris le risque sanitaire, qui a pris évidemment une certaine importance. Donc on va commencer au mois de novembre, donc le mois prochain, des travaux sur des scénarios en cas de pandémie. Il y a aussi le risque canicule, par exemple. Il y a toute une série de risques qui peuvent se présenter. Et comment on réagit et comment on adapte les dispositifs. Après, sur la Covid, c'est très évolutif. Par exemple, sans doute qu'en 2024, on peut imaginer qu'il y aura des traitements. Donc c'est pas la même chose qu'aujourd'hui où il n'y a que des vaccins, etc. Mais en tout cas, on tire les leçons d'expérience. Moi, j'étais allé observer des matchs de l'Euro qui avaient eu lieu avec des jauges réduites sur des stades, etc., pour savoir comment ils ont fait. Mais le fait, par exemple, d'avoir un billet électronique est un choix qui facilite ça, parce que ça permet une concordance en temps réel entre celui qui a le billet et la personne qui se présente. Alors, si vous achetez un billet cartonné, il n'y a pas forcément de nom, et vous l'achetez pour tout un groupe, ou pour la famille, et celui qui arrive là, c'est pas toujours concordant. Donc on peut s'adapter en temps réel. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut intégrer pour effectivement pouvoir réagir s'il fallait faire des contrôles de type sanitaire, et ça sera mis en place, mais c'est progressivement. On ne va pas se précipiter
parce que, comme je l'ai dit, c'est très évolutif. Merci, monsieur le préfet. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole dans la salle? Je ne vois aucune main qui se lève. Ça peut être la dernière question, profitez. Non? Oui, monsieur, là, vous avez déjà posé deux questions, mais à défaut d'autres questions. Désolé, parce que je profite de la présence de professionnels. Le fait que ça se déroule sur plusieurs sites, est-ce que ça implique une organisation particulière? Je sais par exemple, l'épreuve de surf va se dérouler à Tahiti, sous votre contrôle, et puis à Marseille également, qui me semble-t-il. Est-ce que ça implique une organisation particulière? Merci. On a une quarantaine de sites de compétition. C'est comme si on organisait 40 championnats du monde en même temps. Alors tous les sports ne sont pas évidemment au même niveau d'engouement, mais enfin c'est quand même un défi qui est assez singulier. Après, il y a une dimension géographique. Le fait même que ça se passe en France, c'est pas la même chose que vous parlez de la Coupe du Monde au Qatar ou des Tokyo. Quand on est une île, quand on est dans un désert, l'accès ne se fait pas de la même manière. En France, on est quand même un pays déjà touristique où il y a un accès, il y a déjà la vie courante, et puis beaucoup de gens peuvent venir par voie terrestre, etc. Donc cette géographie, elle a son rôle. Le fait que Paris et sa région soient aussi une région déjà très dense, avec une circulation qui n'est pas simple, mais ça se passe au mois d'août pour les Jeux Olympiques, au mois de septembre pour les Jeux Paralympiques, donc c'est pas les mêmes équations. Donc effectivement, il faut s'adapter. Il y a un plan par site, évidemment, mais dans le cadre d'une stratégie globale. Après, il y a des questions particulières. La question du surf en outre-mer, c'est une question essentiellement d'accès. C'est-à-dire comment on accède aussi. Il y a une seule route qui mène aussi, donc il faut combiner tous les usages de l'accès de façon harmonieuse. À Marseille, c'est de la voile, donc il y a une dimension de sécurité maritime aussi, qui est portée aussi par l'État, et encore plus par l'État. En fait, la sécurité des Jeux, c'est dans tous les espaces. Espace numérique, espace aérien, espace terrestre, espace maritime. Et donc, on prend en compte ça. Puis il y a aussi le côté plage, donc il faut faire attention. La cérémonie d'ouverture autour de la Seine, il y a l'élément aquatique. Là aussi, c'est des exigences de sécurité particulières. Le déminage des bateaux, c'est pas le déminage terrestre, etc. Donc on y travaille. Et ça fait quand même beaucoup de sujets en un. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un événement complexe. Et c'est un euphémisme. Concernant le contrôle, est-ce que le CNAP va contrôler à Tahiti les agents de sécurité en charge de la surveillance des épreuves de surf? Contrôler partout? Alors je dis que le plan de contrôle n'était pas encore fait, mais il faut voir aussi que dans le cas des contrôles, on s'appuie aussi sur les forces de l'ordre parfois pour faire des contrôles, notamment de repérage des cartes professionnelles. Donc les agents du CNAP n'ont pas la chance d'aller à Tahiti, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? On verra. Très bien. J'en profite pour dire un mot donc, de conclusion de cette table ronde. Remercier bien sûr nos quatre intervenants, Monsieur Morteau, Madame Clavel, le préfet Coury, le préfet Maillet. Vous dire que les tables rondes reprennent cet après-midi à 14h. La thématique d'après-midi, c'est le terrorisme, avec deux tables rondes. La première consacrée au financement du terrorisme et la seconde consacrée au terrorisme et aux réseaux sociaux. Et dans l'intervalle, je vous souhaite bien sûr un excellent déjeuner à toutes et tous.